Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le AC Show. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation où quelqu'un vous pousse à bout, d'accord? La personne vous insulte, elle vous provoque, elle vous titille. Et à un moment, vous en avez marre, vous pétez un câble, vous explosez. Et là, autour de vous, on vous voit comme la personne folle, on vous voit comme la personne qui a fait un scandale, on vous voit comme celle qui n'a pas su se maîtriser et qui a des problèmes peut-être de gestion de la colère. Je vous pose cette question parce que c'est ce qui va introduire mon thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du phénomène des Angry Black Women. Vous savez, ce surnom qu'on a donné aux femmes noires qui en ont marre en fait de se faire traiter comme des merdes et qui ont tapé du poing sur la table. Je vais vous parler de 3 femmes, 2 qui sont des personnages de fiction et une qui est un personnage bien réel. Mais à la fin de cette vidéo, vous comprendrez que la fiction ne fait que s'inspirer de la réalité. Chers invités, allons en profondeur, générique. It's your girl, AC. Premièrement, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas du tout ou qu'on comprend mal dans la colère des femmes noires. Parce que le monde adore se pencher sur le moment où il y a l'explosion, mais on ne se penche pas assez sur ce qui a conduit à cette explosion. Comme si en fait une femme s'était levée un matin, elle avait décidé de péter les plombs. On ne se rend pas compte que le moment où on arrive au craquage, comme on dit, il y a eu beaucoup de silence, il y a eu beaucoup d'humiliation, des trahisons qu'on a pardonnées 1 fois, 2 fois, 3 fois, voire même 10 fois. Il y a eu aussi des moments où elle a essayé de dire doucement qu'elle avait mal, qu'elle ne supportait pas certains comportements, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été ignorée. Il y a aussi des choses qu'on minimise parce qu'on a appris à la femme à encaisser. Et chez la femme noire, c'est encore plus violent parce qu'on lui a appris à se taire. On lui a appris à ne pas être trop visible, à ne pas trop parler. On lui a appris à supporter et à encaisser. On lui a appris que quand quelque chose fait mal, elle doit être une femme, elle doit se taire. Mais en fait, on ne s'intéresse pas forcément à sa souffrance. Ça va passer. Il m'a frappé Quand? tous les jours. Je ne sais pas ce que tu fais pour le mettre en colère, mais il faut que tu arrêtes. Quoi? Une bonne épouse doit parfois savoir se taire pour ramener la paix dans son foyer. T'as mal compris. Alors Non, écoute. c'est toi qui vas écouter. Il serait temps de grandir un peu. Tu crois vraiment que tu peux te permettre de ne pas l'épouser? Et comment tu vas gagner ta vie en travaillant dans une boutique de mariage comme ta sœur? Soyons sérieux, tu as déjà beaucoup de chance. On va commencer avec l'analyse du premier personnage, c'est celui de Bernardine Harris, la femme qui a tout misé sur un homme. Bernardine Harris, je trouve que son histoire est à la fois fascinante et très triste. Parce que Bernardine, c'est une jeune fille qui rencontre un jeune garçon, d'accord? On ne sait pas forcément à quel âge ils se sont rencontrés, mais on sait dans le film qu'ils se sont rencontrés très jeunes. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Bernardine a mis sa vie en pause pour se consacrer à cet homme-là, parce que plus tard dans le film, elle dit oui, c'est moi qui t'ai construit, c'est moi, si j'avais pas été là, tu n'aurais pas eu toute cette entreprise. Donc en fait, elle a mis ses rêves entre parenthèses pour que son homme puisse être à la tête d'une très très grande entreprise. C'est la femme qui a cru au couple, c'est la femme qui a cru à la construction. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Comme ce qu'on peut observer dans la vie réelle la plupart du temps, c'est que cet homme-là décide qu'elle ne compte plus. Cet homme-là décide qu'elle n'est plus assez bien pour lui. Donc on comprend qu'il l'a trompée. Et un jour, en fait, il en a marre de se cacher et il lui dit: Bernardine, toi et moi, c'est fini. Et il la quitte pour se mettre avec une autre femme. Et à ce moment-là, Bernardine voit son monde s'effondrer. Il lui dit: tu peux garder la maison, mais c'est moi qui m'en vais. Et en fait, on verra plus tard que Bernardine pète un plan. Il y a une scène que je trouve vraiment incroyable et c'est une scène qu'on n'oublie pas. D'ailleurs, cette scène est devenue un peu un mème plus tard. C'est la scène où Bernardine pète un câble, elle prend tous ses vêtements, elle les met dans la voiture et elle brûle et les vêtements et la voiture. Cette scène, elle est iconique parce que j'ai trouvé que la performance d'Angela Bassett était incroyable. La colère de Bernardine, en fait, c'est pas simplement qu'un homme la quitte et qu'il se mette avec une autre femme. C'est parce qu'en fait, elle repense à tous ses sacrifices. Elle repense à tout ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs, vous allez voir, la scène est assez triste, mais quand elle se dirige vers le dressing pour brûler ses vêtements, elle raconte tout ce qu'il lui a fait subir pendant leur mariage, tout ce qu'elle a dû abandonner, tout ce qu'elle a dû suspendre en fait pour que lui puisse bâtir son entreprise. Donc en fait, c'est assez triste, c'est une colère qui est beaucoup plus profonde que ça. C'est pas une femme hystérique qui brûle la voiture de son mari parce qu'elle s'est faite larguer. C'est vraiment une femme qui a tout donné et qui au final, qu'on a jeté en fait comme si elle n'était qu'un vulgaire déchet. Le problème, c'est pas juste la rupture, c'est l'effondrement d'identité. Parce que quand tu as passé ta jeunesse et une grande partie de ta vie à bâtir un homme, à ce que ta vie tourne autour du fait d'être Madame Harris, c'est comme si c'était une partie de toi qui s'effondrait. C'est de là que la rage naît. La rage n'est pas forcément au premier manque de respect, à la première gifle ou à la première infidélité, mais au moment où la femme comprend soudain qu'elle s'est oubliée pendant trop longtemps.
pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Maintenant, on va parler d'une autre reine. On va parler de Cookie Lyon de la série Empire. Pour moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué. Déjà parce que Taraji P. Henson, c'est l'une de mes actrices préférées. Cette femme, elle est vraiment incroyable. C'est une actrice incroyable. Et même en tant que femme, c'est une femme qui n'a pas peur de prendre la parole. Enfin bref, Taraji, elle est iconique. Je vais m'attarder là-dessus. Mais on revient à l'histoire de Cookie Lyon. Et pour moi, Cookie, son histoire ressemble un peu à celle de Bernadine, mais je trouve qu'elle a beaucoup souffert par rapport à Bernadine, parce que c'est la femme qu'on a voulu effacer. Déjà, on comprend que c'est le cerveau d'Empire. Sans elle, Lucius n'aurait pas eu tout ce qu'il a eu. Mais le vrai problème, c'est que déjà, elle fait 17 ans de prison pour une ordure. Désolée, mais le personnage de Lucius, je pouvais vraiment pas me le voir. Enfin bref, mais elle fait 17 ans de prison pour Lucius, pour Empire. Du coup, quand elle sort, on se dit, mais c'est normal, même si Lucius a refait sa vie, c'est normal qu'elle revienne et qu'elle dise je veux mes parts de l'entreprise et qu'on les lui donne parce qu'après tout, c'est elle qui a bâti cette entreprise. Eh ben non, quand elle sort de prison, qu'elle va voir Lucius et qu'elle lui dit je veux récupérer ma place, il va lui dire non. Elle va demander un simple poste de directrice artistique, il me semble. Il va dire non. Il y a quelqu'un d'autre qui occupe ce poste et c'est qui? Sa nouvelle femme. En fait, du début jusqu'à la fin, c'est une femme qui a beaucoup subi. Moi, je trouve ça vraiment triste. Autour de nous, il y a combien de femmes qui ont vécu la même chose, qu'on a utilisé? Je ne sais pas si on se rend compte, mais Cookie, c'est quand même quelqu'un qui a fait 17 ans de prison, qui a fait 17 ans loin de ses enfants. Lucius, il vivait la belle vie pendant ça. Il avait beaucoup d'argent, Empire se portait très bien. Et en fait, c'est une leçon aussi parce que arrêtons de faire des sacrifices en pensant que c'est logique dans la tête de tout le monde. Non, l'homme est parfois méchant, l'homme est parfois ingrat. Et l'homme est parfois une ordure comme Lucius Lyon. C'est comme si, à chaque fois, on voulait l'effacer, en fait. On ne voulait pas qu'elle prenne trop de place. Elle accepte son petit poste, sa petite place, mais elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle laisse jamais Lucius lui manquer de respect. Elle l'insulte, elle lui répond, mais vraiment, Cookie, elle est gang. Hein. C'est vraiment pas celle que tu peux martyriser. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça dans son personnage. Et en fait, il y a une scène où Cookie va craquer. Si on me demande c'est quoi ma scène préférée ou la scène qui m'a marquée, c'est celle-là. C'est celle où Cookie craque. Parce que, encore une fois, Lucius l'a humiliée. Elle se rend dans les locaux d'Empire avec une batte de baseball. Vraiment, les Américaines, je ne sais pas ce qu'elles ont avec les battes quand ils sont énervés, mais elle se rend chez Empire avec une batte. Elle casse tout. Mais vraiment, quand je dis elle casse tout des studios d'enregistrement où Lucius enregistre jusqu'à la grande salle de réunion, jusqu'au bureau de Lucius, elle casse tout. Quand elle finit de tout casser, elle revient en elle-même et elle se met à pleurer. Et depuis le début de la série, malgré tout ce qu'elle avait vécu, toutes les humiliations, on avait vu des moments où elle était un peu triste, mais des moments où elle pleure comme ça, où elle casse tout, on n'avait jamais vu ça. J'ai eu les larmes aux yeux quand je regardais cette scène parce que pareil, un peu comme Bernadine, quand elle s'est mise à pleurer, elle a cité tout ce qu'elle a fait pour Lucius, tout ce qu'elle a fait, les 17 ans de prison. I gave you 3 sons, bitch. 3 sons. I had them miscarriage. I went to jail for 17 years so you could build it. So you can build this empire. Et là, tu te rends compte que purée, c'est une femme qui a tout donné. J'ai tout donné, mais vraiment. Cookie, en fait, ce qu'elle dit depuis le début, c'est tu peux pas profiter de mes sacrifices, profiter de tout ce que j'ai fait et vouloir m'effacer d'une histoire que j'ai écrite, que j'ai co-construite et surtout faire comme si je n'avais jamais existé. En fait, c'est pas logique, en fait. Et là encore, ce n'est pas qu'une histoire de couple, c'est une histoire de ces femmes-là qui ont servi de base à des hommes, qui ont été des piliers, qui ont construit des choses, qui étaient là pendant la galère, qui étaient là quand c'était difficile, qui étaient là pendant les périodes d'incertitude. Et au final, quand l'homme réussit, elles deviennent ghetto, elles deviennent too much. Parce que la société préfère cette histoire de l'homme self-made, l'homme qui s'est fait tout seul, l'homme qui a bâti son empire. Mais généralement, il y a souvent une femme derrière qui a sacrifié des choses. C'est comme si le monde ne veut pas qu'on voit ça en fait. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai détesté la fin d'Empire. Bon, beaucoup de personnes ont détesté la fin d'Empire. À la fin, elle se remet avec lui, je me dis, mais... Franchement, le réalisateur, je sais pas, il pensait à quoi en fait. Je me suis dit, mais... On peut banaliser la toxicité comme ça. On peut montrer comment un homme est diabolique avec une femme et qu'au final... Ouh, mieux, je parle pas de ça. Enfin bref, on passe au troisième personnage. Lisa Left Eye Lopez du groupe TLC. Mais vraiment, c'est mes queens. J'aime trop ce groupe, c'est vraiment mon groupe préféré. Et c'est une histoire qui m'attriste
Parce qu'on sort de la fiction là. On n'est plus face à ce personnage-là qu'on peut analyser à distance, on est face à une vraie femme. Une artiste, une femme noire réelle dans une relation désastreuse. Alors, je vais vous la faire courte. Lev Tai, quand elle était au pic de sa carrière, elle rencontre un séduisant jeune homme qui s'appelle André Rison. Sauf que André Rison, c'est pas n'importe qui, c'est un footballeur de la NFL. André craque sur Lisa et c'est le début d'une grande histoire, donc ils passent la soirée ensemble. Tout ça, c'était dans le biopic, mais c'est aussi une histoire qu'elle a racontée. Vous savez, avant qu'elle ne meure, au Honduras, elle a fait un petit documentaire, elle vloguait un peu sa vie. Et ce documentaire-là, il est disponible sur YouTube, ça s'appelle Les dernières heures de Lev Tai, un truc comme ça. Donc dedans, elle a bien pris le temps d'expliquer et j'ai aussi regardé leur biopic. Et donc le soir, elle arrive, pour vous dire à peu près, André Rison, c'était quel type de personnage. Elle arrive chez André, elle vient d'acheter une maison, mais elle rentre et elle voit que la maison est vide. Donc ça, on le voit dans le biopic. Et elle lui dit, mais pourquoi tu as une si grande maison qui est vide, il n'y a rien? Et il lui dit... c'est parce que je t'attendais, toi. En mode, elle était la pièce manquante du truc. Ça a l'air mignon dit comme ça. Hein. Ouais. Sauf que André Rison, il va passer son temps à la tromper dans leur relation. Après, est-ce qu'on est étonné? Sportif, jeune, beau, qui a de l'argent. Enfin bref, le classique. Donc un soir, pour vous la faire courte, Lisa à la maison. Ça fait 4 fois de suite que André rentre à la maison à 6h, 7h du matin. Elle en a marre. Et en fait, après ça, il y a une dispute. Donc ils commencent vraiment à se disputer, à s'insulter. Et André devient violent. D'accord, je vais peut-être pas dire le mot parce que j'ai peur que YouTube me bloque, mais disons qu'il se prend un peu pour Francis Ngannou. Donc elle se regarde dans le miroir et elle se dit mais pourquoi je supporte ça? Et en fait elle est folle de rage. Elle va dans la salle de bain. D'abord elle prend toutes les chaussures. Vous savez les sportifs, les hommes et leur paire de sneakers, c'est un peu sacré. Donc elle prend toutes les paires de chaussures d'André, elle les jette dans la baignoire et elle met le feu à la baignoire. Sauf que le feu se propage rapidement. À la base, elle voulait juste brûler ses chaussures, voilà, elle s'est un peu énervée et tout, mais sauf que toute la maison a pris feu. Mais vraiment, la maison du mec s'est détruite. Après ça, bon, il y a eu un procès et tout. Il y a des gens qui font comme si c'est tout ce qu'il fallait retenir d'elle. Et même dans son documentaire, elle a expliqué que beaucoup de gens l'ont traitée de folle, comme si elle s'était levée un matin et qu'elle avait décidé de brûler la maison de son gars. Mais en fait, la victime dans l'histoire, c'est elle. C'est elle qu'on a violentée, qu'on a trompée, qu'on a humiliée, qu'on a pris pour un punching ball. Et au final, c'est la folle qui a brûlé la maison de son gars. Voilà. Et c'est violent parce que ça renferme toute possibilité de compréhension. Je dis pas aussi qu'il faut excuser aveuglément ce qu'elle a fait. Je dis qu'il y a une différence entre condamner un acte et résumer une femme à un acte. Et Lev Tai, comme beaucoup de femmes, ont été enfermées dans cette image-là de femmes noires trop intenses, trop volcaniques, qui pètent les plombs. Alors qu'encore une fois, on préfère s'arrêter au feu au lieu de s'intéresser au combustible. Moi, je pense que ce qui met les gens mal à l'aise, c'est pas tellement la violence ou le pétage de plomb, c'est le fait que ces femmes-là rendent visible quelque chose qu'on voulait garder caché. Elles rendent visible la fatigue, la saturation, la blessure. C'est un moment où elles refusent d'être nobles dans leur souffrance. Elles refusent de rester là et d'encaisser sagement. C'est ça qui dérange les gens au final. Vous savez, les gens aiment les femmes qui souffrent et qui se taisent. Hein. Voilà, celle qui se fait tromper, qui pleure discrètement dans son coin et qui continue sa vie comme si de rien n'était, puis qui dehors sourit, montre qu'elle est la femme la plus heureuse, dit qu'elle a le meilleur des maris, vous savez, parce qu'il faut toujours dorer l'image du bourreau, il faut toujours peindre un tableau qui a l'air idyllique, donc on préfère ce type de femme-là. Mais la femme qui dit « ça suffit, j'en ai marre que tu te foutes de moi, j'ai mal et je vais te montrer à quel point », là, ça dérange. Parce que cette femme-là, on la trouve insupportable et quand elle est noire, c'est encore pire. Parce qu'on projette sur elle tout un imaginaire de dureté et d'agressivité. Sa colère n'est pas lue comme une alarme. C'est lu comme une sorte de signal, une sorte de preuve que c'était elle le problème depuis le début. Et c'est là que j'ai envie qu'on sorte un peu du cinéma, qu'on sorte un peu de la fiction, des strass et des paillettes. Parce que ces femmes-là, on les regarde à l'écran, on les analyse, mais si on regarde autour de nous, qu'on cherche bien, on connaît toute une femme comme ça. On connaît toute une Bernadine, une Cookie, ou une Lev Tai. Dans la famille, dans le quartier, au travail, l'amie d'une amie, une cousine, ou peut-être même chez sa propre mère. Cette femme-là qu'on traite de compliquée, d'amère, qu'on trouve qu'elle en fait trop dans ses réactions. Et si au lieu de la juger et de regarder justement ses réactions, on se demandait qu'est-ce qu'elle a encaissé, qu'est-ce qui l'a menée là? Depuis qu'on lui a appris à se taire, qui l'a aimé correctement, qui lui a appris à se respecter? Qu'est-ce qu'elle n'a jamais eu le droit d'exprimer proprement en fait? Qui lui a appris à poser des limites? Qui lui a dit qu'elle pouvait exister autrement qu'en se sacrifiant? Voici les vraies questions en fait qu'on doit se poser. Parce que derrière ces femmes-là, il y a beaucoup qui ont manqué d'amour, de tendresse. Il y a beaucoup qui n'ont jamais su à quoi ça ressemble un foyer normal, un foyer équilibré. Il y en a
qui n'ont jamais su en fait véritablement c'est quoi se faire aimer. Et il y a beaucoup qui ont manqué d'une safe place, d'un espace où elles pouvaient exprimer les choses clairement avant d'exploser en fait. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et on arrive un peu à la fin de cette vidéo, mais avant ça, je vais donner une conclusion. Parce que pour moi, le plus important, comme toujours, hein, ce sont les générations futures. Au lieu de passer notre temps à commenter les femmes brisées, à dire « Oh, c'est triste cette histoire », faudrait peut-être se demander comment on élève nos filles en fait. Est-ce qu'on leur apprend à s'exprimer ou est-ce qu'on leur apprend à se taire très tôt? Est-ce qu'on leur apprend à se construire elles-mêmes ou est-ce qu'on leur apprend à devenir le pilier d'un homme ou le pilier de tout le monde sauf d'elles-mêmes? Est-ce qu'on leur apprend à reconnaître le manque de respect ou est-ce qu'on leur apprend à minimiser, à encaisser, à dire que c'est pas grave? Est-ce qu'on leur apprend qu'elles ont de la valeur en dehors de l'amour d'un homme? Ou est-ce qu'on leur fait comprendre que elles valent vraiment quelque chose uniquement lorsqu'elles sont choisies? Est-ce qu'on les aime assez? Est-ce qu'on les écoute assez? Est-ce qu'on leur donne assez confiance pour qu'elles sachent partir avant de se perdre? Et ce que je suis en train de dire, c'est pas une condamnation, hein, mais c'est un appel à faire mieux. Pour que nos filles n'apprennent pas à survivre en silence, pour qu'elles n'attendent pas d'être détruites avant de comprendre qu'elles méritaient mieux, pour qu'elles sachent parler avant de hurler, partir avant d'exploser et surtout se choisir avant de se perdre. On arrive à la fin de cette vidéo et la prochaine fois que vous voyez une Cookie, une Bernadine ou une Lève-Taille dans votre entourage, avant de la réduire à sa colère, regardez un peu plus loin. Tout ça pour vous dire qu'on ne devient pas too much d'un coup. Souvent on le devient parce que pendant un long moment, on a accepté d'être trop peu. Je vais vous laisser avec ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je suis curieuse de savoir. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. It's your girl, I see. Yeah.